Bonjour. Donc, je suis Fabrice Almeida, je suis professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et je suis vice-président de l'université. Et je dirige l'Observatoire des manipulations de l'information qui a été créé par l'université Panthéon-Assas et par la Fondation Descartes, dont je salue le président Jean-Philippe Eguesweiler, qui dans quelques minutes va prendre la parole après moi pour introduire ce colloque. C'est tout simplement un petit mot d'accueil que je voulais faire en saluant une partie de ce public, puisque j'ai la chance d'avoir des étudiants qui ont bien voulu contribuer aux travaux de l'Observatoire et accepter de faire une partie de la logistique pour cette manifestation. Donc, je les en remercie chaleureusement. Ce sujet est un sujet qui est très important. Ce matin, en regardant le journal, Le Monde en l'occurrence, dont vous aurez tout à l'heure l'occasion d'entendre le président du directoire, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument un très grand nombre d'informations qui concernaient le sujet que nous allons aborder. En l'occurrence, celui du dérèglement climatique et de la qualité de l'information à son propos. Quantité d'informations, par exemple, qui concernent les investissements verts proposés par un certain nombre de fonds d'investissement et de banques, dont on se rend compte qu'en réalité, ils ne répondent pas à la promesse qu'ils font, et notamment en investissant dans le secteur des énergies fossiles. Donc, la qualité de l'information, ce n'est pas seulement une question qui concerne les médias, c'est une question qui concerne l'économie, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte au cours de ce colloque. Information sensible aussi en matière de nucléaire, puisqu'on se rend compte aujourd'hui, même journal, même source, que cette question concerne aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisque la Russie est un des fournisseurs en matière d'énergie nucléaire d'une bonne partie des pays d'Europe de l'Ouest. Donc c'est une question qu'on va retrouver en permanence dans l'actualité dans les mois, les années, les décennies qui viennent, qui est extrêmement sensible et qui pose la question que beaucoup d'entre nous peut presque se poser individuellement, du moment où on prend conscience d'une catastrophe, d'un danger, d'un risque, et de la façon dont on est informé de ce risque. Je pense à ça parce que je pense qu'une partie d'entre nous a dû lire cette bande dessinée qu'a réalisée Jean-Marc Jancovici avec Blin, le dessinateur, et elle commence par ça, justement. Blin se dit, mais comment se fait-il que pendant si longtemps, je m'en sois rendu compte de rien ? Et donc voilà, nous on s'est rendu compte de quelque chose, on s'est dit que c'était un sujet important, qu'il fallait justement contribuer à améliorer la connaissance du public en matière de changement climatique, des enjeux, des risques, et que le seul outil dont nous disposons à notre échelle, c'est l'information. Un dernier mot pour dire que Assas, c'est une université, l'université Panthéon-Assas, c'est une université de sciences humaines et sociales. Nous n'avons pas de département scientifique. C'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux que pour cette manifestation, des collègues d'autres établissements soient venus contribuer au débat et à la discussion, et notamment ceux que vous allez entendre tout à l'heure, notamment les membres du GIEC. Je pense en particulier à Valérie Masson-Delmotte, qui sera présente dans la première table ronde. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là, si tôt, d'avoir bravé les intempéries, les bouchons et éventuellement les mouvements sociaux, puisque parfois ils sont aussi une cause de ralentissement de la région parisienne. Et donc, j'ouvre ce colloque en cédant tout de suite l'introduction et la parole à Jean-Philippe Eguesweiler. Et on va passer jusqu'à 4 heures des moments importants ensemble. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci Fabrice de ces mots d'accueil et merci à tous de votre présence à ce second colloque de l'Observatoire des manipulations de l'information. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, la Fondation Descartes est un centre de réflexion et d'action autour des questions dédiées à l'information, à la désinformation et au débat public à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. C'est cette conviction du lien entre démocratie, information et confiance qui nous a conduit à regrouper autour de nous des hommes et des femmes issus de domaines très variés. Journalistes, sociologues, universitaires, spécialistes des sciences d'information et de la communication, membres d'organes de régulation, patrons de presse. Merci à tous de votre engagement. Notre conseil scientifique est présidé par le sociologue Gérald Bronner. Et notre équipe permanente est animée par Laurent Cordonnier,
que je salue, et Clémence Dauge. À côté de ces travaux de recherche ou de contributions diverses au débat public, la Fondation Descartes soutient plusieurs initiatives, dont cet observatoire dédié aux manipulations de l'information, présidé par notre cher Fabrice d'Almeida. En 2021, nous avons publié une étude sur la façon dont les Français s'informent sur Internet et avons ici organisé un premier colloque autour de la question des désordres informationnels. Nous avons également été associés très étroitement au récent rapport « Les Lumières à l'ère du numérique » commandé par le président de la République à la commission présidée par Gérald Bronner. Et nous produisons aussi, en association avec Patrice Gélinet, une série de podcasts intitulés « Les Infox de l'Histoire » que je vous invite à découvrir sur l'application de Radio France ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Ces initiatives poursuivent un seul but, promouvoir une exigence éthique en démocratie, l'accès à une information sincère permettant aux citoyens d'exercer leur jugement et de participer de manière éclairée à la chose publique. Alors après cette courte présentation de la Fondation Descartes, permettez-moi de vous dire pourquoi la Fondation Descartes travaille depuis un certain temps maintenant sur la question de la désinformation climatique. Alors la raison, elle est relativement simple, c'est que le climat a été l'objet et est toujours l'objet d'une désinformation massive et durable. Pourtant, il y a 57 ans, dans son adresse au Congrès américain du 8 février 1965, en pleine guerre du Vietnam, le président Johnson informait le Congrès que la composition de l'atmosphère était modifiée à l'échelle mondiale par l'accroissement de CO2 lié à la combustion des énergies fossiles. Et le rapport scientifique publié quelques mois plus tard, en novembre 1965, confirmait que cela se traduirait presque certainement par des hausses marquées de la température atmosphérique. Avant donc ma naissance, et je dirais celle d'un grand nombre d'intervenants et de participants à ce colloque, l'essentiel avait donc été dit sur l'origine humaine du réchauffement climatique et dit par le président du plus puissant État du monde. Alors 2 générations plus tard, 27 COP plus tard, et après 6 rapports successifs du GIEC, pour reprendre la phrase de Jacques Chirac, nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Pourtant, l'étude publiée hier par la Fondation Descartes montre la persistance, dans notre pays même, d'un doute sur l'origine humaine du règlement climatique. Environ un tiers des Français, d'après notre étude, continuent de penser qu'il est autant causé par l'activité humaine que par des phénomènes naturels. L'opinion publique française semble encore mal assurée et très en deçà du consensus scientifique sur le sujet. Elle reste pour une large partie dans le domaine du probable, là où les scientifiques sont dans le domaine du certain, du non équivoque, pour reprendre l'expression du GIEC. Par exemple, 40% de nos concitoyens n'estiment que probable que le dérèglement climatique aura de graves conséquences négatives pour les humains et pour la nature. Alors on peut y voir le symptôme de nos propres difficultés à accepter une vérité qui dérange. C'est aussi le long résultat d'un certain désintérêt des politiques et des médias pour un sujet jugé anxiogène, complexe, culpabilisant, moralisateur, loin des préoccupations du quotidien et longtemps, il faut le dire, peu porteur d'audience. Mais c'est aussi le résultat du martèlement par ce qu'on peut appeler les négateurs de la science du climat, d'arguments qui, décennie après décennie, ont trouvé leur voie dans les médias et ont su évoluer au cours du temps. Parmi ceux-ci, et par ordre un peu d'exposition de ces arguments dans le temps,
le dérèglement climatique n'est pas prouvé scientifiquement, les variations du climat ont toujours existé, son origine humaine n'est pas prouvée, tout cela n'est finalement pas si grave, la science du climat n'est pas assez établie pour engager des changements importants, à quoi bon faire des efforts tant que la Chine n'en fait pas, pourquoi nous en France alors que notre électricité est largement décarbonée, à quoi bon faire des efforts, le progrès technique y pourvoira. Il est aujourd'hui établi que ces arguments, auxquels chacun d'entre nous aimerait pouvoir souscrire pour se rassurer, et qui d'ailleurs ne sont pas tous dénués d'une certaine part de vérité, ce qui les rend particulièrement efficaces, ont été avancés, promus, répandus par tous ceux qui, groupe pétrolier en tête, avaient un intérêt à ralentir et repousser les mesures et régulations nécessaires. Et on peut regretter l'exposition donnée par les organes d'information au nom du pluralisme des opinions à nombre de controverses parfaitement artificielles au regard de l'état de la science. Et au regard de ces conséquences, des conséquences de ce temps perdu, nous devons aux marchands de doute la plus néfaste manipulation de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est cette longue création du doute climatique dont nous parlera tout à l'heure Pierre-Louis Choquet. La question de l'information et du dérèglement climatique est donc cruciale sur au moins 3 aspects. D'une part, l'information de qualité est nécessaire pour accélérer la prise de conscience de la gravité des évolutions en cours et de leur origine humaine. Comment laisser plus la parole aux scientifiques ? Accroître la formation scientifique des journalistes, dépasser la polarisation politique d'un sujet qui devrait faire consensus, éviter d'offrir une exposition médiatique indue aux professionnels de la désinformation climatique, rester attractif et conserver une audience sur un thème anxiogène, déprimant et parfois culpabilisant. Ce sera l'objet de notre première table ronde. Nous vous proposerons également, pour lancer les débats, le témoignage d'Isabelle Quintard, réalisatrice du documentaire intitulé « 2050, ouvrons les yeux », diffusé sur BFM TV il y a une dizaine de jours, qui explore une nouvelle manière d'accélérer la prise de conscience climatique. Deuxièmement, l'information a un rôle à jouer pour susciter des changements de comportement et rendre acceptables les mesures contraignantes qui ne manqueront pas d'être prises. Encore faut-il quel savoir communiquer, quelles informations communiquer pour être efficaces. Car si la peur paralyse, l'espoir mobilise. Pour autant, faut-il présenter la transition énergétique comme une opportunité ? Faut-il au contraire préparer les esprits aux efforts collectifs à consentir, comme le suggère le récent rapport de France Stratégie, rédigé par Jean Pisani-Ferry et Sylvain Mahfouz. Ce sera l'objet de notre seconde table ronde. Enfin, et ce sera l'objet de la troisième table ronde, l'information doit aider à dépasser les biais cognitifs qui nous empêchent de voir la réalité en face et d'agir face à une menace inédite. Jamais l'être humain n'a été confronté à un danger auquel ses propres capacités cognitives le préparaient si près. Comment, sans intérioriser un principe éthique supérieur, se convaincre d'accepter aujourd'hui des efforts destinés aux générations futures dont finalement aucun d'entre nous ne bénéficiera directement? Comment sortir du dilemme du passager clandestin, cette tentation de profiter des efforts des autres sans participer soi-même à l'effort collectif? Comment gérer cette tragédie des horizons, celle de la fin du mois avant la fin du monde? Comment rester mobilisé, résister à l'éco-anxiété et à la nostalgie du climat disparu? Ce sont ces 3 thèmes que nous aborderons successivement au cours de la journée. Mais le dérèglement climatique n'est pas seulement un problème d'information et de communication et de désinformation. Pour des économies dont la prospérité et la croissance reposent depuis 1 siècle et demi sur les énergies fossiles, devoir les abandonner pose un problème
existentielle. Comment engager la transformation de l'économie mondiale? Quelles sont les solutions pour orienter l'ensemble des acteurs économiques vers la transition énergétique? Quels mécanismes pour prendre en compte les externalités négatives dans la production des biens et services d'une économie à 8 milliards d'individus? Comment fournir aux acteurs économiques l'information, les labels, la capacité à leur permettre de mesurer et de réduire leur empreinte écologique? C'est pour nous aider à réfléchir à ces questions que nous avons convié à cette journée 2 économistes de renom, Philippe Dessertine et Christian Gaulier, qui nous donneront leur éclairage. Alors en conclusion, le dérèglement climatique et la transition énergétique vont structurer le débat public des prochaines décennies. Une information sincère et une communication efficace seront nécessaires pour comprendre les enjeux et promouvoir, exiger et accepter des changements rapides et profonds. Au regard des enjeux qui sont immenses, c'est le rôle de chacun, de chaque professionnel de l'information, de chaque organe de presse, de chaque média, de chaque citoyen, de faire sa part pour informer sur les causes et les conséquences de la procrastination et mobiliser les énergies. À nouveau, merci à tous de témoigner par votre participation à cette journée de cet intérêt pour ce sujet. Et permettez-moi de finir de nouveau en citant Jacques Chirac lors de son discours de Johannesburg en 2002. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de réflexion autour de ces questions.